je cède donc la parole à Gérard Guest, qui a été professeur de première supérieure au lycée Louis-le-Grand longtemps, qui est l'auteur d'essais, d'articles, de conférences en très grand nombre sur Heidegger. Je cite quelques titres. Anabase, l'origine de la responsabilité, la tournure de l'événement, remarques sur la destruction, Heidegger censuré, esquisse d'une phénoménologie comparée des catastrophes, Heidegger, le Dieu caché et le dernier Dieu. Il a également écrit sur Wittgenstein, la question du livre, un ouvrage paru en 2003 aux presses universitaires de France. Il a participé au collectif Heidegger à plus forte raison, au dictionnaire Heidegger, et il a été partie prenante dans la conception et la réalisation du numéro de l'Infini de l'été 2006 consacré à Heidegger, le danger en lettres, qui a été publié donc en 2006 chez Gallimard. Je lui cède donc tout de suite la parole pour un exposé intitulé « L'épreuve du danger en lettres et le revers de l'impensé ». Merci, mon cher collègue. Je ne voudrais être en rien celui qui fait obstacle à la poursuite d'une discussion. J'espère qu'elle pourra se poursuivre par après, étant fondamentale, et c'est la fonction d'un colloque que de s'ouvrir à la discussion. Je ne sais si ma communication pourra y donner lieu quant à elle, mais je voudrais en tout cas faire part d'abord de ma reconnaissance à Gérard Bensusan d'avoir osé évoquer tout à l'heure, avant cette séance, la Stimmung. Vous ne m'entendez pas bien, là ? C'est mieux ? Merci. Merci. Donc je voudrais remercier Gérard Bensusan d'avoir osé évoquer l'humeur fondamentale qui est parfois la sienne, celle d'une très grande souffrance. Et je voudrais dire que moi aussi, je ne sais pas si c'est exactement la même souffrance, mais entre les souffrances, il y a toujours des sympathies. Je prétends parler aujourd'hui à partir d'une certaine lassitude et d'une très grande souffrance. Je voudrais situer mon propos dans le cartel de questions qui constitue l'ouverture et la conclusion de ce colloque annoncé, à savoir cette double question: comment ne pas être heideggerien si l'empreinte de la pensée de Heidegger, si sa prégnance dans le champ philosophique a marqué si profondément notre époque, mais aussi comment diable peut-on être heideggerien, ce qu'à Dieu ne plaise? Comment diable pourrait-on bien encore oser être heideggerien s'il devait être tenu pour vrai que toute la pensée de Heidegger, que la pensée de l'histoire de l'être tout entière, dut être récursivement tenue pour suspecte d'avoir été contaminée à partir de quelques passages infiniment regrettables, voire inquiétants, où se produisent effectivement certains affleurements de préjugés antisémites ou anti-judaïques, à mon sens caractérisés. Même si l'un de ces quelques passages erratiques qui concernent les grands prophètes juifs condamne manifestement l'antisémitisme comme insensé et détestable, ou comme insensé et abject, töricht und verwerflich, les affleurements de préjugés et de clichés à caractère antisémite que nous avons sous les yeux, ces affleurements consternants constituent bien une tâche indélébile dans l'œuvre de Heidegger, un moment de défaite de la pensée. C'est à ce titre que j'ai été l'un des tout premiers à devoir en condamner expressément, publiquement, dans mon séminaire de Reithal, le ton et la teneur. Mais, et c'est la question que je voudrais poser aujourd'hui, suffit-il donc, comme Peter Travny s'est risqué à le soutenir, au nom d'une hypothétique contamination de l'ensemble de l'œuvre, de prononcer la condamnation de l'ensemble de la pensée de l'être? Est-il seulement censé de prétendre devoir condamner l'ensemble des apports de la pensée de l'histoire de l'être au nom d'une logique de la contamination dévastatrice, au moyen d'une prophylaxie
menée pour le moins à l'emporte-pièce. Il me faut craindre de n'avoir été ici invité, non pas cité à comparaître, à aucun autre titre qu'à celui de heideggerien, à tout le moins de défenseur de Heidegger, sans suspicion de prophétisme, je l'espère. Ce qui me place en position et me met en devoir de préciser quelque peu ce que c'est que, pour moi, être heideggerien. Être heideggerien, c'est d'abord accepter de le lire. Accepter la nécessité d'étudier sérieusement une œuvre immense, déployée en main d'homme dans le paysage du monde dont nous sommes les contemporains. Et qui, de plus, cette œuvre a permis de renouveler de fond en comble l'interprétation d'ensemble de la tradition de l'histoire de la métaphysique occidentale. Être heideggerien, pour moi, c'est premièrement reconnaître la prégnance de la pensée de Heidegger et de ce que Jacques Derrida aimait appeler le texte heideggerien sur la pensée de notre temps, ainsi, et j'y insiste, que l'importance de ce que ce travail de pensée, dans son ampleur, nous révèle des enjeux poignants de l'époque, volontairement ou involontairement. Deuxièmement, être heideggerien, c'est accepter de se constituer le témoin de la lente émergence des textes où s'articule la pensée du penseur, sans déclarer le témoin en les lisant in extenso et dans la langue originale, si possible. Troisièmement, enfin, sans préjudice de l'examen critique sans lequel il n'y a pas d'herméneutique philosophique, troisièmement donc, qu'il soit avant tout donné le droit, avant toute critique, à la Selbstinterpretation de se faire entendre, donner droit à l'interprétation de Heidegger par lui-même, trop souvent récusée d'emblée a priori comme suspecte, mais qui doit être prise en compte, je m'excuse de cette expression, qui doit être prise en compte si l'on veut essayer de comprendre le sens que le penseur a tenté de donner, fût-ce par à-coup, à son chemin de pensée. Cette interprétation-là, au fond, c'est la condition pour comprendre le sens de l'œuvre et ressaisir son fil conducteur, et pour éventuellement la réfuter. Cela vaudrait autant, à mon sens, de Platon, d'Aristote, de Kant, de Husserl ou de Wittgenstein. Par conséquent, l'implication de toutes ces exigences étroitement enchevêtrées pour ce qui est de la question qui nous occupe, la question des carnets noirs, eh bien, elle a pour implication immédiate que ces textes devraient avoir été lus avant d'être condamnés. Ils devraient avoir été lus et je ne vais pas me risquer à l'instant à revenir sur la question de la teneur de ces carnets noirs dont il a été excellemment parlé avant moi tout à l'heure. Simplement, je confirme mon impression, lorsque j'ai pu lire ces carnets noirs, de voir essentiellement des notations afférentes à la critique du temps présent partant de nihilisme et des notations qui me sont apparues être des notations phénoménologiques. Et d'autre part, y voir l'esquisse des principaux thèmes et concepts afférents à l'élaboration de la pensée de l'Eragnis, de sa sextuple fugue, telle qu'elle est en train d'être élaborée dans les traités impubliés qui sont contemporains de ces carnets noirs. Tout cela mérite d'être pris en considération, et l'intelligibilité des carnets noirs ne peut donc apparaître à livre ouvert, mais encore moins lorsqu'on n'en donne que quelques extraits, dont d'ailleurs la lettre n'a pas été forcément répercutée de façon extrêmement exacte dans la presse et dans les médias. Je n'en excuse pas pour autant la gravité éventuellement plus grande encore de certains d'entre eux. Par conséquent, je ne m'appesantirai pas sur la teneur des carnets noirs, qui pourrait pourtant être une question décisive, et essaierai plutôt de soutenir l'argument du titre que ma communication vous a proposé.
En passant, je ne peux pas m'empêcher de faire la réflexion que dans les 3 volumes que j'ai lus intégralement, je ne vois aucun appel au meurtre. Je rassure ici un directeur de recherche au CNRS qui a cru devoir ameuter contre la parution prochaine de 9 volumes d'appel au meurtre. Eu égard donc à ces exigences que je viens d'essayer de rappeler, je voudrais donner quelques considérations sur la manière dont j'ai reçu la présentation que l'essai de Peter Travny a donnée de ces fragments. Ce qui m'a paru évident, c'est que les fragments suspects y sont présentés comme s'ils constituaient la cellule germinale de la pensée de l'histoire de l'être, non seulement celle des carnets noirs, mais celle des traités impubliés, et la propagation de la contagion gagnant peu à peu de l'ensemble de l'œuvre. Et par conséquent, je voudrais donner quelques considérations sur la manière dont j'ai tenté de prendre le contre-pied de cette logique de la contamination. Je crois avoir été l'un des tout premiers à prendre publiquement position pour les condamner fermement dans mon séminaire de Reidhorn sur les passages extraits des Schwarze Hefte tels qu'ils ont été initialement publiés. 3 séances entières de mon séminaire, je suis désolé d'avoir à le dire, ont porté sur la question de savoir comment faire face à l'ouverture des carnets noirs de Martin Heidegger. La première séance du 18 janvier m'a donné l'occasion d'une lecture intégrale de ces fragments, de leur analyse spectrale complète et sans omettre aucun aspect de ce qui m'y apparaissait être de caractère antisémite ou anti-judaïque. Cette analyse m'a permis, comme je l'ai déjà dit, de condamner, et je le redis expressément et sans la moindre complaisance, ce qui m'est apparu hors contexte, puis ensuite contextuellement, après avoir lu les 3 volumes parus des Carnets noirs, de ce que j'appelle des affleurements de préjugés ou de clichés antisémites ou anti-judaïques caractérisés. Tous ces mots, de ma part, sont extrêmement pesés. Outre le cliché récurrent du juif calculateur, qui est obvi dans ces fragments, et avec des conséquences, puisque ce supposé talent pour les contes vouerait ou pourrait être censé vouer les juifs à la gestion comptable et à la machination de l'étang au détriment de l'être, l'une des autres thématiques centrales m'est apparue la représentation fantasmatique, sinon d'une conjuration, le mot n'apparaissant jamais dans les Carnets noirs, du moins d'une sorte de pôle de puissance, d'aspect géopolitique, constitué par le judaïsme international affublé de guillemets, ou le judaïsme mondial affublé de guillemets, donc au cœur des enjeux de puissance de la modernité nihiliste en proie à la métaphysique de la volonté de puissance, il y aurait un pôle nommé le judaïsme international et qui est censé pouvoir subsumer une vaste constellation assez vague regroupant le bolchevisme, l'américanisme, et qui se voit opposé à un autre pôle de puissance sévèrement critiqué, comme l'a dit tout à l'heure très justement Pascal David, à savoir le christianisme en tant qu'institution de puissance, là aussi. Alors, bien sûr, appeler les Juifs ou le judaïsme international cette constellation assez vague me paraît tout autre chose qu'une simple category mistake, une simple erreur d'appellation. J'y vois purement et simplement l'affleurement d'un préjugé antisémite caractérisé. Cela doit être dit une bonne fois, à mon sens, et je le dis. La découverte de pareils affleurements dans des textes de Heidegger, même destinés à demeurer les carnets secrets du penseur, même s'ils ne constituent nullement, à mon sens, en eux-mêmes, n'ayant pas été publiés, des textes antisémites, mais de par la vulnérabilité manifeste qui s'y révèle à de tels affleurements possibles,
ces fragments montrent que le penseur, à de certains instants, du moins, n'a pas su demeurer indemne de l'emprise de tels clichés antisémites et qu'il s'en est laissé atteindre. J'ai eu l'occasion de dire publiquement à ce sujet ma tristesse, ma souffrance et ma colère. Que faire dans cette situation ? Prendre la mesure de l'étendue du désastre, reprendre la parole et défendre la cause de la pensée, prendre le contre-pied de la logique de la contamination partout à l'œuvre dans l'essai de Peter Travny, telle est la triple tâche que j'ai assignée à mon séminaire, travaillant à y mettre en cause la pertinence des pseudo-concepts dans cet essai fait tant de cas, le prétendu manichéisme historial et le très problématique antisémitisme historial sur lequel j'aurai l'occasion de revenir en conclusion, si vous le permettez. Qu'il soit devenu onto-historique, inscrit dans l'histoire de lettres, relatif à l'histoire de lettres, dans la traduction française, montre l'embarras des traducteurs eux-mêmes devant la manière dont il faut saisir cette notion de l'antisémitisme historial ou à l'échelle de l'histoire de lettres, comme j'ai proposé de l'appeler dans mon séminaire. Quant à la logique de la contamination, dont se réclame constamment l'essai, rien ne semble pouvoir, par principe, en arrêter la contagion programmée, l'auteur la laissant s'étendre à toute la conceptualité de la pensée de l'histoire de lettres, tenue à la légère, cette pensée de l'histoire de lettres, tenue à la légère comme une invention narrative, à une narratif, une invention de circonstances. Lors de la parution de l'édition originale allemande de l'essai de Peter Travny, dans sa première édition, déjà épuisée, sans aucune modification par ailleurs à l'égard du manuscrit qui en avait circulé, une seule phrase y avait été ajoutée, page 101, je la cite, « Parler d'un antisémitisme dans l'histoire de lettres n'implique donc pas que la pensée de l'histoire de lettres est antisémite. » Dont acte. Quel aveu! Quel commencement de repentir! Faut-il y croire? Tout le reste de l'ouvrage restant identique, les conclusions en restant les mêmes, je dois admettre que la contagion continue à ronger les bords de la pensée, comme même à le dire l'auteur lui-même de cet essai. Par conséquent, la pensée de l'être demeure encore à défendre. Défendre la cause de la pensée de l'être, de manière à la mettre à l'abri de toute espèce de contamination, est une tâche redoutable. Il ne saurait suffire de prétendre que les 13 passages des carnets noirs, indéniablement entachés de tels préjugés, sont sans portée philosophique. Ce ne sont certes pas des éléments constitutifs de la pensée de l'histoire de l'être, ils n'en sont en rien parties intégrantes, mais le fait que Heidegger les ait impliqués, ne fût-ce que le temps de ces quelques passages erratiques dans les considérations qui relèvent de la conceptualité de l'histoire de l'être, telle qu'appliquée à la typologie des forces ou puissances supposées en présence dans la modernité, ce fait ne signifie naturellement pas, selon moi, que les clichés typologiques d'aspect antisémite ou antijudaïque qui y ont été subsumés à ces concepts, doivent être supposés avoir le pouvoir de refluer sur la dite conceptualité de manière à la contaminer tout entière. Le fait, par exemple, que le déracinement de l'homme moderne ou que la machination métaphysique de l'étang impliquent en eux, dans certains de ces passages, le judaïsme international, lequel en figurait une sorte de cas particulier, ou plutôt de cas typique, ce fait très regrettable, très lourd de conséquences, ne signifie nullement pour autant que le déracinement en question, le déracinement de l'homme moderne dans sa culture hors sol, ou encore la machination de l'étang, humain y compris, soit le fait du prétendu judaïsme international, ni qu'il puisse lui être imputable par Heidegger.
Et cela signifie encore moins, si vous le permettez, d'un point de vue strictement philosophique, que parler du déracinement de l'homme moderne ou de la machination métaphysique de l'étang puisse être taxé d'antisémitisme, historial ou non. S'il a pu arriver à Heidegger s'il a pu arriver à Heidegger de subsumer les Juifs sous le pseudo-concept, sous le cliché typiquement antisémite du prétendu judaïsme mondial, et enfin d'impliquer celui-ci du fait du don supposé bien connu des Juifs pour le commerce et le calcul, dans la dimension où le processus de la machination métaphysique de l'étang, où toute chose, l'humain y compris, deviennent calculables et exploitables, tout en impliquant encore la dite machination, l'affairement à la gestion du seul étang au détriment de l'être, dans le clivage plus ou moins sommairement simplifié, devenu dichotomique et caricatural, alors supposé devoir être le propre de la différence de l'être et de l'étang, allant jusqu'à tenir les Juifs en tant que tels pour hors d'état, ainsi Husserl, d'accéder aux sphères de décision eu égard à l'être et par conséquent davantage voués à la gestion du seul étang, comme si ce n'était pas là par ailleurs le lot commun de tous les humains, de tous les mortels aux prises avec leurs préoccupations, cela, tout cet emboîtement par subsomption de clichés et de concepts, cela n'implique pas que la dite différence de l'être et de l'étang puisse être tenue en tant que telle au fil conducteur d'une logique de la contamination que rien n'arrête, comme ressortissant à un quelconque manichéisme de l'histoire de l'être, manichéisme historial, dont je conteste la pertinence, lui-même supposé assujetti à l'emprise d'un antisémitisme historial. À quoi s'ajoute l'absurdité manifeste de prétendre voir une opposition manichéenne entre l'être et l'étang, puisqu'au sein de la différence correctement entendue, l'étang n'est pas moins essentiel que l'être ne l'est à leur différence mutuelle, chacun à sa manière, puisqu'il y diffère de l'autre, y restant dans son rôle, articulé à l'autre, lequel n'exclut d'ailleurs pas, tout au contraire, que l'étang ne puisse bel et bien, au lieu d'ignorer ce qui en lui ressortit à l'être, l'y accueillir en son sein, au cœur du Dasein, lequel lui-même gît au cœur de l'être. Mais que diable toutes ces distinctions eu égard aux polémiques ? Personne n'acceptera d'y regarder de si près. Qu'il ait pu arriver, autrement dit, aux penseurs, dans une quinzaine de passages de ses carnets, gardés secrets, de mésuser, même grièvement, de la conceptualité alors à l'essai de la pensée de l'histoire de l'être, cela n'invalide nullement, eu égard au régime partout ailleurs bien attesté de cette conceptualité à l'état natif, dans les traités impubliés notamment, cela donc n'invalide nullement la pertinence philologiquement et phénoménologiquement mise en œuvre de la pensée de l'histoire de l'être, ni non plus celle de la différence de l'être et de l'étang. Cela n'implique nullement cela, sauf à supposer à l'œuvre une sorte d'insidieuse contamination biologique, au moins dans sa métaphore, ou un mystérieux processus de contagion par capillarité. Cela n'implique nullement que la marque de fabrique, que la matrice de toute cette pensée de l'histoire de l'être, ni non plus de la différence ontologique, soit l'antisémitisme, comme Peter Travnis semble s'être allé à le soutenir, ou du moins à le laisser entendre dans la réception de son ouvrage. Cette prophylaxie à l'emporte-pièce a donc ici, à mon sens, cédé à une bien étrange forme de superstition hygiéniste qui ne manquera pas, cela s'est avéré, de trouver du répondant auprès des instances médiatiques, auprès d'un grand public tenu souvent dans l'ignorance crasse de la chose même, mais une superstition qui ne saurait en rien correspondre aux exigences
de la rigueur de la pensée et de la rigueur de la philologie. Mais une fois le germe du soupçon répandu, la tâche est immense. Il faudrait, pour répondre à cette contagion, y opposer une double tâche. Elle ne peut pas être simple. Cette double tâche, ce serait de reprendre l'ensemble de l'œuvre, car lorsqu'un soupçon peut contaminer toute une œuvre, lever ce soupçon, c'est reprendre l'exposition de l'œuvre entière pour montrer qu'il est indemne par ailleurs ou qu'il serait indemne, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans ces autres parties, de toute trace, ne serait-ce que peut-être stylistique. Gérard Bensoussan évoquait cette possibilité tout à l'heure et cela me touche beaucoup. Donc, il faudrait reprendre tout l'ouvrage, et reprendre tout l'ouvrage, ça n'est possible que devant un public qui accepte de se mettre au travail, de lire les textes et de ne pas les schématiser ou même les mixer, comme on assiste assez souvent à ce spectacle sur la scène publique quand il est question de Heidegger. La deuxième tâche, ce serait non seulement de reprendre l'ensemble conceptuellement, reprendre toute la conceptualité de la pensée de l'histoire de l'être, depuis Étretant et avant Étretant jusqu'au dernier texte, pour tenir compte de l'ensemble du chemin de pensée. Et une pensée n'est jamais achevée avant que le penseur soit mort et que les derniers actes de sa pensée n'aient été pris en compte. Je m'excuse encore une fois de recourir à ce dialecte ou à cet idiome de la modernité qui est le nôtre. La deuxième tâche, elle serait de traduire les passages qui peuvent relever de l'antisémitisme devant une instance qui, à mon sens, ne peut pas être la médiatique, peut-être même pas l'instance de ce colloque, étant donné la compression du temps, mais devant une instance qui, bien sûr, d'abord ne serait autre que de renvoyer Heidegger à sa propre conscience, dans sa propre Jemeinigkeit, à la façon dont l'être le là s'y retrouve lui-même et doit y faire son examen de conscience. Il faudrait aller chercher cette instance, non pas inscrutable, mais bel et bien scrutable et lisible, dans les textes, dans le travail du texte heideggerien. La chiche, j'en relève le défi, je suis le premier à le réclamer. Par conséquent, je voudrais maintenant, pour tenir mon engagement, essayer de traiter le titre même que j'ai annoncé, l'épreuve du danger en lettres, et le revers de l'impensé. Pour le faire, il faut essayer de comprendre ce à quoi on s'apprêterait à renoncer s'il fallait mettre en quarantaine toute l'œuvre de Heidegger, voire l'extraire des bibliothèques pour les en purger. Ce serait renoncer à être initié de manière sérieuse aux enjeux les plus dangereux de l'époque et peut-être de l'Occident tout entier. Il reste donc, à mon sens, plus que jamais à prendre acte, et c'est pourquoi je dis chiche, de ce que la prégnance du travail du texte heideggerien sur l'époque est un fait. C'est un fait massif, et c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Je scande la récurrence de ces expressions. J'essaie de parler le langage de l'époque aussi. L'intervention de la pensée de Heidegger dans le champ de la philosophie contemporaine ne cesse d'y exercer des effets puissants, qu'on soit d'accord ou non avec eux. Pour la lecture, pour l'interprétation, pour l'éventuel dépassement ou surmontement, peut-être de l'ensemble de la tradition métaphysique qui a déterminé, ou du moins révélé quelque chose de l'histoire de l'Occident. Et par là aussi, pour le meilleur et pour le pire, conduit à l'actuelle configuration désastreuse de la planète. Les adversaires, même les plus acharnés de Heidegger, empressés à en finir avec Heidegger, selon un slogan fréquent, attestent d'une certaine façon
de ce travail du texte heideggerien sur l'époque, sur notre manière de faire de la philosophie et autre chose que de la philosophie. Prendre au sérieux ce véritable travail du texte heideggerien sur l'époque. Voilà, à mon sens, ce à quoi il serait renoncé si on refusait de lire Heidegger intégralement, y compris à partir de la Selbstinterpretation. Peut-être le premier commencement dont parle Heidegger, celui de la métaphysique qui a tourné depuis le commencement grec à l'actuelle configuration du monde moderne, n'en finira-t-il pas de s'achever, suivant son cours, avec son lot de catastrophes en tout genre, rendant encore plus qu'improbable l'imminence d'un autre commencement, annoncé, celui-là, qui n'en serait autre que l'envers, à la faveur duquel se pourrait entrevoir ce dont le Gestell, l'être de la technique planétaire, n'est peut-être jamais au fond, selon Heidegger, que le négatif photographique, dissimulant encore pour longtemps, plus qu'il n'y annonce, le vrai visage de l'être, l'autre visage de l'Eragnis, cette autre face de l'inquiétante tête de Janus qui constitue l'énigme de l'époque pour la pensée de Heidegger. La langue même de Heidegger, dans ses diverses inflexions, nous aura été rendue suspecte. Peut-être l'est-elle à l'état de trace. Il faut, dans ce cas, l'examiner. Pour l'examiner, il faut la lire, il faut la déchiffrer. D'être étant au Beiträge zur Philosophie, Heidegger nous aura été rendu suspect d'avoir osé prétendre pénétrer dans l'aditon, dans cette partie du sanctuaire demeurée interdite à quiconque, de s'y être aventuré sur un océan où il aurait, paraît-il, fait naufrage. Alors que Heidegger, s'avançant certes à contre-courant de l'universel reportage, et même peut-être d'une certaine façon contre la langue allemande, a dû constamment travailler à inventer une modalité de la parole et de l'écriture, c'est-à-dire aussi de la lecture, qui permettent de montrer à bon entendeur l'extrême danger de ce qui se jouait au centre de gravité de l'époque de l'être, qui était et est encore la nôtre, celle du déferlement du nihilisme à son comble. Permettre de rendre visible par cet usage de la langue ce que notre langue comporte de danger, y compris l'antisémitisme, ça c'est moi qui l'ajoute, serait sans doute extrêmement révélateur et des aspects déjà de nos débats aujourd'hui semblent ouvrir cette possibilité. Pour qui a la patience de lui en donner acte, Heidegger aura donc rendu à la philosophie le signalé service de la rendre en même temps qu'à sa fécondité herméneutique à toute la grandeur de son étrangeté. Il aura travaillé à nous la rendre à nouveau énigmatique, comme la métaphysique occidentale qu'il exhibe sous nos yeux, y cherchant un fil conducteur afin d'en ressaisir la tournure mouvementée qui l'a conduite ainsi à tourner au détriment d'autres ressources, peut-être, à ce règne du nihilisme à son comble, pour reprendre son expression. Heidegger aura risqué l'hypothèse herméneutique de grand style, selon laquelle ce qui s'est annoncé dans le commencement grec de la pensée en Occident aura très tôt tourné au fil conducteur de la structure ontothéologique de la métaphysique, à la fascination de l'usage et de l'usure de l'étang, la voilà la machination, et à l'emprise sur tous les temps modernes d'une métaphysique de la volonté de puissance devenue abusivement souveraine. De cette emprise, Heidegger se sera attaché à signaler le règne massif, mais aussi le péril et le danger intrinsèque, aussi prégnant qu'ordinairement inaperçu, celui-là même du nihilisme potentiellement le plus meurtrier, se présentant sous les espèces apparemment rationnelles du règne de la technique planétaire.
règne et non pas rationalité. Au prix d'éventualités avérées, celles des guerres mondiales, de ces guerres devenues mondes et de la Menschenvernichtung, de l'extermination de l'homme par l'homme, sur un mode quasi industriel, dans des chambres à gaz et des camps d'extermination, sans pourtant, il est vrai, que la spécificité génocidaire soit ici marquée autrement que par cette seule mention qui pèse son poids, dans des chambres à gaz et des camps d'extermination. Il nous aura lancé, à propos de ce danger, une espèce d'avertissement, sans doute bien tardif, de quelque chose dont il n'est peut-être pas trop tard pour nous de tenir compte aujourd'hui, dont il n'aura lui-même pas su discerner dans tous ses replis tout ce qui s'y lovait, tout ce dont il s'y agissait, ce dont il s'y agit encore, et de singulièrement dangereux. Heidegger, donc, tel qu'il se donne à lire dans le texte, selon moi, dans le texte intégralement lu, aura puissamment contribué à rendre à l'Europe ce signalé service qui finalement ne lui sera pas reconnu, eu égard sans doute à ce que l'Occident de nos jours, et plus que jamais sans doute, ne veut pas savoir de lui-même, comme nous l'enseigne par d'autres voies l'œuvre entière de Pierre Legendre. Cet insu, tout cet impensé de l'Occident, Heidegger, dans l'étude patiente de l'enjeu des grands textes de l'histoire de la métaphysique occidentale, au fil conducteur de la destruction de l'histoire de l'ontologie mise en œuvre dès les traitants, puis au fil conducteur des mouvements de l'histoire de l'être en son aventure, si patiemment scruté dans les traités impubliés où s'élaborait en secret au centre de gravité de l'œuvre la pensée de l'Eragnis, Heidegger donc aura contribué à nous le faire paraître, à nous le donner à penser, cet impensé de l'Occident. Il sera même allé jusqu'à y discerner, sise au cœur de l'être lui-même, auquel les faits et gestes des humains sont inextricablement impliqués, ce qu'il s'aventure à penser comme la brutalité de l'être, comme la malignité de l'être, die Bösartigkeit des Seins, comme l'être lui-même, comme indécence et traîtrise, das Sein selbst als Unfug und Tücke. Pourtant, tout semble s'être passé comme si, et le revers de l'impensé s'esquisse ici, tout semble s'être passé comme si Heidegger s'était laissé prendre au revers sournois de cet impensé occidental. Un impensé peut en cacher un autre. Nous touchons bel et bien ici à ce qui pourrait être l'ignorance de Heidegger. Heidegger impliquant dans la différence ontologique ou dans la machination des juifs censés pouvoir être voués par le cliché à la seule manipulation ou gestion de l'étang, y impliquant alors si peu que ce soit en pareil clivage étroit la dite différence ontologique dont il compromettait ainsi grièvement tout le sens, comme lorsqu'il prétend donc priver au détour d'une phrase le judaïsme et Husserl lui-même de tout accès à la dimension de l'être et au domaine de décision y afférent. Heidegger, tombé dans le piège, eu égard aux exigences même de sa propre pensée, n'en trahit pas moins alors très crûment dans ses fautes son ignorance, ou du moins son étrange méconnaissance de la haute spiritualité et des ressources de la langue biblique, de la culture et du monde proprement hébraïque, de ce que de véritables connaisseurs et érudits peuvent nous apprendre à en connaître comme de la pensée juive. Nous touchons ici bel et bien à ce qui fut sans doute en l'occurrence la limite la plus lourde de conséquences,
ainsi que peut-être en un autre sens le point aveugle de la pensée de Heidegger, est tout d'abord celui de sa culture biblique, hautement appréciée certes par Rudolf Bultmann à Marbourg, manifestement limitée cependant, faute de tout accès à la langue hébraïque, sans aucun doute, à ce qu'en a retenu la tradition chrétienne, catholique, protestante, évangélique, luthérienne, essentiellement néo-testamentaire. Ici se fait sentir sans doute le poids des origines et de la finitude. Je le dis sans aucune acrimonie, celui de l'enfance catholique, de la provenance théologique, parfois évoquée, non sans nostalgie, ainsi dans Bézénong par Heidegger. Comment Heidegger ne s'est-il pas aperçu, au moment même où il prétend parler de l'absence de monde du judaïsme et de l'absence de sol où se tenir qu'il lui prête, comme si ce n'était pas là, selon Heidegger, le lot commun de toute l'humanité des temps modernes, nous y compris. Comment ne s'est-il pas aperçu que le judaïsme, la judéité, portent partout avec eux et sur eux, jusque dans l'exil et l'exode, le sol, le pays et la contrée que leur sont l'esprit et la lettre du livre et de l'écriture, l'interprétation de la Torah, toute la condition kabbalistique et talmudique. Alors même que par ailleurs, sous de nombreux aspects centraux et décisifs, il est possible de reconnaître à l'œuvre, au cœur de la pensée de Heidegger, sans doute de très puissantes analogies, insues, inaperçues de lui-même, avec la plus haute pensée hébraïque. Ainsi, par exemple, la manière dont la pensée heideggerienne souligne constamment les dangers afférents à la prépondérance accentuée jusqu'à l'extrême au cours de l'histoire de la métaphysique et à la faveur des succès de la science mathématique de la nature, d'une pensée calculante, calculatrice, cybernétique au sens propre du terme, au détriment d'une pensée méditante, et du règne oppressant du nombre au détriment d'une pensée consacrée à la nomination des choses et des êtres. Il vient d'en être parlé admirablement. Ou bien encore, toute la structure herméneutique de l'appel, du souci, comme aussi de l'appel de l'être, structure kérigmatique, il est vrai elle-même intégrée en régime chrétien, jusque dans la puissante et paradoxale acoustique de la voix de la conscience, dont Être étant fait tant de cas. Ainsi encore, on pourrait multiplier les exemples, de la pensée même des étranges mouvementations de l'Eragnis, des turbulences de l'événement singulier dont il s'y agit, du retrait de l'être au cœur même de la parution, au fur et à mesure de la dispensation de l'être, celle du creusement de l'Ent-Eignis au sein de l'Er-Eignis. Cette pensée, donc, dans sa dimension spéculative, ne serait pas sans analogie, ne fût-ce qu'en réserve d'abyssalité avec la pensée du Tzimtzum, de ce mouvement comme de rétraction, de l'infini sans fond, de l'Ein Sof, donnant lieu à l'expansion explosive du Shevirat Hakelim, de la brisure des vases et à la création des mondes, selon la haute tradition de la Kabbale lourianique. N'y aurait-il pas lieu ici d'évaluer, au cœur même de la pensée de Heidegger, selon les analyses déjà anciennes de Marlène Zarader, la place de quelques très profondes dettes impensées, aux étranges effets en retour peut-être, dettes sans doute, pour autant qu'il puisse être question d'une dette demeurée insu. Mais les profondeurs de l'être là sont abyssales. Il est tout à fait possible qu'une dette puisse encore être insu, avoir été insu, et en tout cas impensée, c'est-à-dire non pas simplement privée d'avoir être pensée, mais donnée à nous à penser. Toujours est-il, et nous en sommes bien éloignés jusqu'à l'incongruité
qu'il n'est malheureusement question de rien de tel dans les fameux fragments que nous avons désormais sous les yeux, de rien qui soit à la hauteur de pareilles pensées propres à la reconnaissance de l'esprit du judaïsme, ni non plus d'ailleurs à la hauteur de la pensée de l'Eraïnis elle-même, celle-là même de l'histoire de l'être, à laquelle pourtant Heidegger travaillait activement et de manière créative dans les traités impubliés qui sont tout à fait contemporains de ses rédactions. Alors même que par ailleurs Heidegger aura rendu hommage quelquefois qui sont à pointer au prophétisme juif ou au judaïsme prophétique, ainsi par exemple au beau milieu des essais et conférences. La question aussi de la religion aux dieux qui ont été, de la Rückbindung zu den Göttern, ou plutôt de la Rückbindung an die Götter, la religion, renouer avec la question des dieux. Qui oserait aujourd'hui même, nier que cette question de notre rapport aux dieux, au pluriel, n'est pas d'une brûlante, d'une dangereuse actualité. Je voudrais tenter de conclure, si tant est qu'il est possible de conclure ces questions ouvertes. Il a été question tout à l'heure de ce que raconte Gérard Guest. Eh bien, le Heidegger que je lis n'est pas celui de l'avenance. Le visage de l'être dont Heidegger dut se constituer le témoin endurant n'est pas celui de l'avenance. Il n'en a nullement les traits, ni l'abord avenant dont d'aucuns aujourd'hui voudraient peut-être le voir sourire, et c'est à leur honneur. Il y a bien plutôt les traits inquiétants de Janus au double visage, le penseur dont l'œuvre impressionnante paraît peu à peu à nos yeux tel un vaste continent surgi de la mer, avec sans doute çà et là quelques traces d'échouage hideux, vestiges d'un siècle, le XXe, qui le fut aussi. Le penseur de ce grand œuvre dont les strates n'ont cessé de paraître, en nous en rendant les contemporains, en une lente émergence dont nous avons été constitués les témoins au fil de ces décennies de parution des textes, ce penseur lui-même témoin capital et impliqué de ce que fut le XXe siècle, et comme situé à l'épicentre européen de la catastrophe mondiale, est bien le penseur de l'être. Mais d'un être singulièrement tourmenté, étrangement mouvant et mouvementé, traîtreusement agité de tempêtes, de turbulences, de retournements imprévisibles, au rythme d'une aventure dangereuse dans laquelle les humains, nous avec, et le penseur avec, sont immémorialement impliqués à leurs risques et périls. Cette aventure, celle-là même de l'être, sans doute, on parle de malignité de l'être, brutalité de l'être. Est-ce que les humains en sont pour autant innocentés ? Certainement pas. Cette aventure qui est bien celle-là même de l'être, et qui, en cette singulière, en cette paradoxale mouvementation qu'est l'histoire de l'être, elle est de tout son être, l'être de l'être comme événement que pensent les Beiträge zur Philosophie, elle est aussi l'aventure des humains, celle des mortels aux prises avec les soubresauts de l'histoire de l'être, à laquelle rien d'humain n'est étranger, sans doute, mais qui peut elle-même n'avoir rien d'humain et exposer l'humain et le penseur lui-même à devoir faire face à l'afflux de l'être, au risque de l'inhumain, dans la surviolence de l'être, tout thème de la pensée de Heidegger. Le visage de l'être, il peut donc bien aussi, plus souvent qu'à son tour, en toute étrangeté, s'y faire soudain furieux et grimaçant jusqu'à l'atroce, au comble de la malignité de l'être. C'est en ce sens que Heidegger est bien aussi le penseur du danger dans l'être. Penseur de l'être donc, mais d'un être dont le penseur révolutionne constamment l'acception au cours de son chemin de pensée, au fur et à mesure qu'il en sonde les abîmes, en éprouve les sursauts et les retournements, et nous apprend peut-être à en reconnaître à même l'énigme, y compris dans la décision de publier les carnets noirs tels qu'ils sont,
nous apprend donc à en reconnaître, à même l'énigme, la mouvante abyssalité. Voilà la conviction qui préside à ce que très modestement, de temps à autre, essaye de raconter Gérard Guest. Heidegger est, de tous les penseurs de notre temps, celui qui fut le plus instruit peut-être de ce qu'il travailla à faire apparaître dans toute la clarté de son unité d'action comme l'histoire de la métaphysique occidentale. Et à ce titre aussi, celui dont toute l'œuvre de pensée aura le plus clairement et inlassablement permis de souligner cette insigne faiblesse de l'homme occidental, sise au revers de sa grandeur même, et qui le rend encore le plus souvent aveugle aux très lourdes présuppositions du déploiement planétaire de sa puissance et de ses actes, celle-là même de toute une histoire et aventure mouvementée, consignée dans les textes des grands penseurs qui en constituent la topologie, cette topologie de l'être, d'une aventure qui a tourné au déferlement du nihilisme moderne à la faveur du règne et de l'emprise devenue aujourd'hui, après Heidegger, sans partage, d'une métaphysique de la volonté de puissance qui ne dit pas son nom. Tout à reprendre, tout à redire, et la faute du regard sur tout l'avoir porté, telle pourrait être la devise où se signe le plus crûment la volonté de voir et de savoir, mais aussi de maîtrise et de domination de l'homme occidental. Heidegger aura travaillé à sa manière, celle d'un grand penseur qui a sa finitude et ses faiblesses de penseur, à en exhiber dans la lecture minutieuse et de longue haleine des grands textes, non pas seulement les soubassements, les fonds métaphysiques initiaux, comme il le dit quelquefois, ni non plus seulement l'architectonique sous-jacente de ces grands édifices, ce qui serait déjà pas si mal, mais ce qui en constitue la lumière, à la lumière d'une pensée de l'histoire de l'être, l'impensé historial. Et pourtant, lui-même n'aura pas suffisamment soupçonné ce qui constituait et constitue encore le revers de cet impensé. Revers multiple, sans aucun doute. Nous n'en voyons sans doute pas toutes les facettes, ne préjugeons pas de notre propre lucidité. Revers multiple, sans doute, mais traîtreusement feuilleté dans la trame de l'étoffe dont est faite la civilisation d'Occident ainsi que nos langues. Le sang ne communique pas l'antisémitisme. Ça n'est pas biologiquement qu'il se communique. C'est dans la langue, c'est dans les langues qu'il s'y communique. Et cela ne ressortit pas à la contagion. Cela ressortit à quelque chose d'autre. Nos langues ne sont pas contagieuses. Nous avons à les parler, nous avons à les écouter, nous avons à les lire. L'épreuve du danger en lettres et le revers de l'impensé. Tel était le propos dont j'avais proposé de vous entretenir. Ce propos n'est pas entièrement tenu, il est proclamé. La réalisation d'un propos, elle se réalise dans les textes. Comment scruter dans les textes à l'œuvre la malignité de l'être? Comment scruter dans notre langage cette manie du comptage et du nombre? Il nous en a été donné un très bon exemple tout à l'heure d'attention à la langue, d'attention à la façon dont nous parlons. Ce déferlement du nihilisme propre au règne devenu cybernétique de la volonté de puissance, comment nous y acclimatons-nous? Comment pouvons-nous en être avertis? Toutes ces questions, je les lis à même le vaste corpus du travail de Heidegger. Autrement dit, que signifie, je terminerai sur cette interrogation que je voudrais partager avec vous, que signifie? C'est une énigme. Mais une énigme n'est pas faite pour demeurer une énigme, elle est faite pour donner à penser. Que signifie? Que le penseur, qui s'est ainsi lui-même constitué comme le découvreur des effets massifs et dévastateurs d'un tel impensé, comment se fait-il que le penseur si constamment attaché à pareil avertissement soit manifestement resté aveugle au revers de cet impensé
de la civilisation d'Occident, aveugle à l'oubli et à l'occultation, aveugle à la persécution, éventuellement meurtrière, d'une humanité juive, d'une pensée hébraïque, dont la chrétienté, l'Occident romano-canonique, massivement, au cours d'une longue histoire, n'a rien voulu savoir d'autre que ce que le christianisme s'en donnait à croire en l'offusquant. L'Église y affublant d'un bandeau la synagogue, alors même que le meilleur du christianisme, peut-être, s'en nourrissait et en vivait à son insu. Serait-ce donc cela, l'antisémitisme à l'échelle de l'histoire de l'être? Je vous remercie de votre attention. Merci Gérard Guest pour cet exercice de pensée par où nous pouvons voir ce que ça peut être que être heideggerien. Et au fond, ce matin, on a pu assister à deux façons, à deux modalités expositionnelles de ce que c'est qu'être heideggerien, avec toute une série d'écarts, de discrépances, comme disent les Allemands, entre les deux exposés, surtout sur la question, si j'ai bien entendu, de l'antisémitisme. Pascal David parlait tout à l'heure d'une foncière incompatibilité entre Heidegger et l'antisémitisme, là où Gérard Guest repère ce qu'il appelle des affleurements, des clichés typologiques. Alors, c'est là-dessus que j'aurais aussi, je me donne la parole quelques minutes parce que je suis frustré depuis ce matin, et puis je vous la cède, et ensuite on aura une discussion et la séance sera levée. Est-ce que, à vouloir contrecarrer la contamination, vous ne risquez pas à votre tour de contrevenir au seul principe salubre de lecture, à mon sens, de ces 3 volumes dont nous disposons maintenant, à savoir ce que je disais tout à l'heure, les lire en bloc. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse, soit pour en faire un montage, soit pour au contraire tenter de les décontaminer, je ne crois pas qu'on puisse séparer les 15 extraits d'un côté, qui seraient antisémites et donc non philosophiques, et d'un autre côté, tout le reste, qui serait philosophique et du coup non antisémite. Je pense que c'est une très mauvaise façon de lire ces 3 volumes. Je ne sais pas si vous serez ou non d'accord avec moi, parce qu'il faut être capable de lire aussi toute une série de passages où le mot même de juif, Jude, Judentum, etc., n'affleure pas précisément. Et où ce qui affleure, ce sont ce que j'appelais ce matin des antisémitismes, au sens où on parle de gallicisme ou de germanisme. Je pourrais en donner, faute de temps, je ne le ferai pas, mais à chaque fois qu'on a freischwebendes Bewusstsein, leerlaufende Dialektik, leere Scharfsinn, etc., etc. Il faut, à condition de savoir lire un tout petit peu, on voit très bien qu'on ne peut pas faire cette séparation, mais séparation que font et les uns et les autres. Je pense que c'est intenable. Donc, les lire en bloc. Sur ce que vous avez appelé, Monsieur Guest, l'analogie, là aussi j'ai beaucoup de réserves sur le statut de cette analogie. Qu'est-ce que c'est que cette analogie? C'est difficile, c'est une question difficile, je ne prétends pas ici la régler ou statuer définitivement là-dessus. Cette analogie entre ce qu'on peut lire à même la pensée de l'histoire de l'être chez Heidegger et ce qu'une certaine tradition, une certaine transmission, une certaine pensée juive nous fournit, nous donne. Je reviens donc très très rapidement, malheureusement, sur cette question du comptage. Dans la tradition juive, à partir d'un verset du Lévitique, où Dieu enjoint à Moïse d'avoir à compter le peuple, et Dieu seul est le comptable des âmes, très très vite je vais à une interprétation de Rashi, qui explique que pour n'avoir pas à compter les têtes, les hommes comme des têtes de bétail, on opère, chaque fils d'Israël donne un demi-shekel, un demi-cycle, et puis ensuite on compte les cycles. C'est-à-dire l'argent ici c'est déjà une sorte d'équivalent général qui à la fois empêche le comptage tête par tête,
parce que les hommes ne sont pas des têtes de bétail. La question, autrement dit, qui se pose ici, dans la tradition juive, c'est qu'est-ce que c'est que compter ? À quelles conditions peut-on compter ou à quelles conditions est-il interdit de compter ? Donc l'interrogation porte sur le comptage. Si je me rapporte aux propos de Heidegger dans le volume 38 dont je parlais tout à l'heure, où il est hostile à la Volkszählung, il est hostile au recensement. On peut dire qu'il y a du côté du judaïsme quasiment un interdit autour du recensement, et du côté de Heidegger, une hostilité très marquée à l'endroit de la Volkszählung. Mais le texte de Heidegger, au moins celui-ci, ça ne met pas en question sur le fond le propos de Pascal David, mais sur ce point précis. La question heideggerienne ne porte pas sur Zählung dans le recensement, la Volkszählung. C'est pas sur compter, ça porte sur Volk. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va compter si l'on recense ? On va compter, je reprends les mots de Heidegger, on va compter une Bevölkerung, une population. On va compter des Einwohner, des habitants. Or, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que le folk ne tient pas dans les limites de frontières nationales. Il y a ce qu'on appelait, y compris après-guerre d'ailleurs, des Volksdeutschen, c'est-à-dire les Allemands, les minorités allemandes, les Sudètes en Roumanie, etc., etc. Donc je pense que sous ce couvert de l'analogie, il y a des choses qui sont absolument hétérogènes et qui sont mises sous un même chapeau, en quelque sorte. Heidegger ne met pas en question la Zählung, il met en question le statut du folk, qui a à être déterminé à partir d'une communauté de peuples, justement, de destin, de langue, etc., etc. Voilà, je m'arrête là. Dans le prolongement, je voudrais donner la parole en particulier aux 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir parce qu'ils n'ont pas pu tout à l'heure intervenir. Donc je leur donne la parole. Alors, 3 questions. Allons-y. Allez-y. Ensuite, Madame, et ensuite Stéphane Domergue. Merci. Merci, Monsieur Guest. Une question, je fais bref, j'essaie. Jean-Claude Milner, Adrien Laroche et Pascal David nous ont montré à quel point il fallait faire évidemment attention aux mots que nous employons, jusqu'aux guillemets que nous utilisons. Vous êtes parti, votre point de départ concernait donc être heideggerien. Et puis finalement, c'était déjà le point de départ du colloque, puisque Alain Finkielkraut est parti de là, et puis quelque part, ce sera le point d'arrivée, puisque Bernard-Henri Lévy, normalement, devrait terminer sur ce point. Or, on sait tous que être ou ne pas être heideggerien, bien évidemment, n'est pas la question, puisque Heidegger emploie par 2 fois l'adjectif, qu'il s'en moque, et qu'il explique également par 2 fois, au début et on va dire au milieu de sa carrière, qu'il n'y a pas de philosophie heideggerienne. Donc vous êtes employé, vous, à donner 3 sens, si j'ai bien compté, à cette acception, être heideggerien. Simplement, j'aimerais revenir, vous écouter sur cette légitimité, qu'est-ce que ça... Pas qu'est-ce que ça veut dire, vous l'avez dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire être heideggerien ou ne pas être heideggerien, et puis simplement m'interroger ouvertement avec vous tous sur le fait, cette possibilité que finalement, c'est peut-être ce présupposé, on aimerait être heideggerien, puis finalement, on ne saurait pas l'être jusqu'au bout, on ne voudrait pas l'être jusqu'au bout. C'est peut-être aussi vis-à-vis de ce présupposé-là que la question qui est la nôtre, Heidegger et les Juifs, se pose aujourd'hui. Peut-être parce qu'en effet, il y a cette volonté d'être ou de ne pas être. Et c'est ça qui pose difficulté. Merci. Merci. Une autre question, Madame J'ai juste brièvement, s'il vous plaît. Oui, des remarques pour la traduction. Vous avez dit renouveler de fond en comble l'interprétation de la tradition métaphysique. Les mots que Heidegger utilise dans les cahiers noirs, je les traduirais plutôt avec détruire, donc zerstören, Zerstörung, zerstörende Verwandlung, werfen, etc. Donc, die renouveler, mais c'est un peu faible. Pour la conjuration, Machenschaft, donc je fais beaucoup de recherches sur le fameux Machenschaft. On peut traduire Machenschaft avec conjuration. À ce moment-là, on aurait la conjuration partout dans les cahiers noirs. Pour l'histoire de l'être, le problème n'est pas comment je traduis histoire de l'être, donc Seinsgeschichte. Le problème, c'est que Heidegger fait une distinction entre Historie et Geschichte. Et si vous analysez cette différence, je suis désolée, Seinsgeschichte est synonyme avec antisémitisme,
historico-ontologico, etc. Vous pouvez les traduire comme vous voulez. Mais le problème, c'est la distinction entre histoire et Geschichte. Pour la contamination, antisémitisme, sang ou langue, il n'y a pas vraiment de distinction parce qu'elle utilise le mot auslese, et auslese s'utilise autant dans la biologie qu'au milieu scolaire pour trier les élèves. Monsieur Domeracki. Là. Juste une petite question à Monsieur Guest. C'était une belle conférence, très sincèrement. Je pense que les thèmes du mal et de l'origine, peut-être au niveau de la Kabbale, de certaines pensées de Heidegger, c'est tout à fait central. Donc je vous rejoins sur certains éléments. Après, j'ai une question simple. Je voulais savoir si vraiment, au fond, ce que vous défendez comme point de vue avec cette allocution, c'est de nous dire qu'au final, Heidegger s'est fait avoir par le revers de l'impensé. C'est-à-dire qu'il aurait travaillé tout le temps là-dessus, mais il se serait fait avoir quand même. Et vous, Gérard Guest, vous auriez mieux vu que Heidegger lui-même, ce revers de l'impensé. C'est-à-dire qu'avec vos travaux depuis plusieurs années, votre phénoménologie des catastrophes, comparée des catastrophes, etc., eh bien, vous auriez mieux vu que Heidegger lui-même, ce revers de l'impensé qui, bêtement, l'a emporté dans sa grosse Dummheit. Heidegger n'a pas été assez malin. Il se serait fait avoir, lui, contrairement peut-être à vous. D'accord. Une dernière question rapide, ensuite je vous cède la parole à tous les deux. Je vais insister sur la question de Gérard Bensussin. Nous sommes tous d'accord qu'il faut lire les Cahiers noirs en bloc. Bon, dans ce cas, est-ce que les passages antisémites sont d'un statut contingent ou est-ce qu'ils sont d'une statut intégral? S'ils sont contingents, pourquoi? S'ils sont intégrales, pourquoi? D'accord. Gérard Guest et Pascal David. Alors, il faudrait nous distribuer les questions. J'ai envie de dire quelque chose sur plusieurs de ces questions qui me semblent, pour moi, un colloque, et le colloque philosophique, c'est le moment où on peut dissiper des malentendus. Une des formes du mal, c'est le malentendu. Et on se fait avoir par le malentendu. Non seulement Heidegger peut-être, je vais revenir là-dessus, à mon sens, il serait bien léger de prendre les choses ainsi, Heidegger se faisant avoir. Et moi, mieux que personne, grâce à mes pauvres travaux de commentateur, je serais devenu plus lucide. J'ai envie de vous répondre, et vous? Comment êtes-vous plus lucide? Nous le sommes, à mon sens, par la réalité même des choses et la suite de l'histoire. Nous sommes, après la Shoah, nous commençons à pouvoir en parler difficilement. Et par conséquent, nous avons tous beaucoup à apprendre. Et là, l'œuvre d'un seul ne compte pas. Il faut tenir compte d'un processus qui peut-être fait partie d'une certaine manière de l'histoire de l'être et qui fait qu'on découvre des choses. Des choses apparaissent. La Shoah apparaissant comme la Shoah, il a fallu un temps de rémanence, de l'oubli, du silence et de l'offuscation pour arriver à parler de la Shoah. Et à mon sens, on n'en parle pas toujours très bien. Je connais des gens qui préfèrent pouvoir en témoigner par le silence. Et bien sûr, là-dessus, personne ne peut donner de leçons à personne, sauf peut-être dans l'engagement réel, le combat pour lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes d'injustice. Et là, il faut le payer chacun dans sa chair. Et c'est apparenté à la douleur dont je parlais tout à l'heure. Par conséquent, oui, la question du mal se pose, mais personne n'en est véritablement à l'abri. J'ai écourté un peu mon propos, qui m'aurait permis peut-être de me prononcer un peu plus là-dessus. Non, Heidegger ne s'est pas fait avoir par le revers de l'impensé. Ce revers de l'impensé, nous nous y faisons avoir, et parfois, presque toujours, avec notre propre complicité. Le jeu de l'été et aletheia, voilà ce qu'a essayé de penser Heidegger. Le jeu de l'apparition et de la dissimulation, du retrait au cœur de l'éclosion, du retrait au cœur de la parution. Tout se joue là, d'une certaine façon. C'est là que nous nous faisons avoir. Et ça s'adresse aussi à... Nous ne disposons plus que de quelques minutes, donc je me vois enjoint de tous côtés. Donc,
peut-être encore, mais allez-y, enfin, je veux pas, c'est un peu compliqué. Pascal David, rien à dire de particulier? De particulier, non, d'universel. Ah, peut-être, non, de particulier. De particulier. Alors, je n'ai jamais compris ce que voulait dire être heideggerien, plus que platonicien ou cartésien, ou kantien, ou ce qu'on voudra. Peut-être que ça signifie, à l'époque de la métaphysique de la subjectivité, ramener la pensée d'un penseur aux écrits d'un sujet individuel et revendiquer une appartenance dans ce domaine. Donc c'est une expression qui pour moi n'a pas de sens, et s'il est vrai que je lis, et je ne suis pas le seul évidemment, Heidegger depuis une 40aine d'années, ça n'a jamais été dans cette perspective ni d'être heideggerien, ni non plus d'être anti-heideggerien. Enfin, je veux dire, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Pascal, si je peux me permettre, oui. Loin de moi de penser le contraire de ce que tu viens de dire. Ce n'est pas une critique de Gérard ça me Guest. permet peut-être de répondre un peu à Gérard Bensussan et à sa très grande et belle question. Est-ce qu'il faut lire les carnets noirs intégralement? Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut lire les traités impubliés. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut lire tout Heidegger. Donc, je suis partisan, moi, d'une lecture holiste, comme on dit maintenant, dans les termes techniques, ou holistique d'un auteur, de tout penseur. Et par conséquent, soient dans leur intégralité accessible. Oui, mais là, nous avons été témoins d'une émergence progressive des textes. J'ai essayé de le thématiser dans mon propos. Ça rend notre statut de témoin et de contemporain particulièrement difficile. Et c'est pourquoi se dire heideggerien n'a pas de sens non plus, au sens d'une adhésion périndé à cadaver, à un corpus. C'est simplement, et ce que j'ai dit n'était pas dans les 3 critères que j'ai donnés, ça n'était pas 3 sens d'être heideggerien, c'était 3 exigences qui sont le fait de notre temps. Nous vivons à une époque où ça n'est pas Platon qui est le penseur le plus massivement présent dans nos préoccupations, c'est Heidegger. C'est quelques autres. Wittgenstein aussi. Quand je parle de Wittgenstein, j'essaye d'être plus wittgensteinien que Wittgenstein. Mais quand il s'agit de Heidegger, c'est un penseur qui non seulement est un penseur majeur, mais qui est majeur parce qu'il nous travaille, parce qu'il nous interpelle, parce qu'il pénètre notre temps. C'est parce que quand on voyage en Allemagne, par exemple, et qu'on entend des sermons, qu'ils soient protestants ou catholiques dans les églises, ça parle heideggerien. Donc le langage de Heidegger, ce nouveau langage dont il a été magnifiquement question hier, contre la langue allemande, il a d'une certaine façon imprégné. Et regardez la traduction française, les traductions françaises de Heidegger. D'une certaine façon, elles sont un fait majeur de la philosophie française, si ça a un sens, de notre époque. Donc pour moi, non, être heideggerien, c'est tout simplement faire face à ce qui se présente dans le présent et qui engage notre avenir, c'est-à-dire cette présence massive de ce texte, dont nous ne connaissons pas encore tous les contours, que nous voyons à nos risques et périls paraître, et sur lequel nous essayons de nous exprimer, pour le coup, à nos risques et périls, avec toute la finitude que ça implique. C'est pourquoi je suis en pleine modestie là-dessus. Être heideggerien, c'est simplement ne pas faire l'impasse sur Heidegger et ne pas vouloir le faire passer à la moulinette médiatique dans les oubliettes de l'histoire, c'est tout. Très bien, merci.